bout du gouffre, c'est aussi bien métaphorique. Mais ici, c'est edge of land. Et le focus n'est pas sur le gouffre. Alors qu'ici, c'est le gouffre qui... Mais brink, c'est pas... il n'y a pas nécessairement la notion de danger. We are on the brink of a breakthrough, yes. Ouais. Danger, On est Non. presque là. Oui. On est... Voilà, c'est vraiment... C'est la limite. Mais il n'y a pas nécessairement de danger. Oui, il y a quelqu'un qui a levé la main? Ah non, je croyais. En anglais, va dire un son métaphorique. Pas littéralement on the brink of the edge. No, but you could be on the brink of a breakthrough. That point. is metaphoric. Say metaphor. It's a metaphorical sense. That you're on the edge, brink. That's a metaphor. The brink is metaphoric for edge. Edge is metaphoric for brink, we may say. We are on the border. So it's not like, literally you're on the edge of the sea face or something like that. What if someone said she was on the brink of a nervous breakdown? Ah, And then she yeah. was on the verge of a Verge murder. Verge off. Verge of. Verge off. No, I was just trying to see, j'essayais de voir le déplacement. Okay. Hein? Ouais. Parce que avec Alors, le gouffre en français, c'est vraiment la chute. la chute, c'est négatif. Ouais. C'est ça. They can be on the brink for breakthrough also. Ici, c'est les deux. Brink, c'est... Voilà. Voilà, c'est polyvalent. Donc, être au bord du gouffre, voilà. Et le gouffre, en anglais, si vous mettez, je ne sais pas quoi d'équivalent, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment disaster. The brink of disaster. Voilà. C'est la chute, quoi. C'est la fin des choses. Donc, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est que, d'une manière générale, il faut bien que vous gardiez à l'idée que le temps et l'espace, en français et en anglais, sont très très souvent perçus de manière différente. L'utilisation des temps verbaux en est une des manifestations. Alors, donc maintenant, alors là pour les modulations, il y a aussi une feuille d'exercice, je ne sais plus si je crois que je n'avais pas qu'il faudrait que vous fassiez. Oui, bon, on va les avoir tout à l'heure, les photocopies. C'est avec nous. C'est ça? Faites voir. Oui, c'est ça. Oui. Donc, vous avez deux feuilles. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, vous avez... Ah oui, ça, c'est la nouvelle. Voilà. Donc, ça, les exercices, vous les faites pour demain? Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps et au besoin, on rediscutera et essayez de voir justement quel type de procédé vous avez mis en place pour que vous essayiez de... Voilà. Et si vous trouvez une traduction directe, puisque par exemple tout à l'heure, quand on avait reçu les exemple, le français accepte parfaitement bien aussi qu'on dise dès qu'il se leva, par exemple, ou dès qu'il se lève, selon le contexte. Bon, c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est justement de trouver une autre formulation, simplement pour l'entraînement. Plus de questions là-dessus. Alors, maintenant, je vais commencer à aborder des problèmes de structure de phrases.
que, si vous voulez, il faut savoir que les structures donc d'une langue à l'autre changent. Comme je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais de l'hypotaxe, la parataxe et des modes d'utilisation de la syntaxe. Alors, prenons l'exemple déjà de la coordination et de la juxtaposition. Et commençons par ce que je disais tout à l'heure, par l'utilisation de la conjonction de coordination AND, qu'on va utiliser très généreusement en anglais, alors qu'en français, on va avoir très peu de et qu'on va avoir surtout des virgules. Alors, donc c'est-à-dire que là où le français va avoir de la juxtaposition, l'anglais va avoir de la coordination. Alors voici par exemple, on va prendre des éléments, des phrases indépendantes, et vous allez avoir, par exemple en français, une série des livres, voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, savoureux, différent, débordant de mots, alors qu'en anglais, on aura books, ou par exemple, delicious and different and full of words. And. Et le français n'aura même pas mis. Alors, souvent, on considère que le français va avoir une série de virgules et que les deux derniers éléments seront reliés par un « et », donc par une coordination, mais c'est pas nécessaire. Vous voyez, l'exemple ici n'en donne pas. Avec les virgules, c'est la juxtaposition. Avec les virgules, c'est la juxtaposition. Avec le and, c'est la coordination. Coordination. Voilà. Et vos conjonctions de coordination en français, elles sont faciles à connaître. Hein, vous connaissez la phrase, mais où est donc Ornicard? Que on peut écrire ainsi, mais où est donc Ornicard? Qui en fait, mais où est donc or, ni, écart. Et vous avez toutes vos conjonctions de coordination. Ah, vous ne les connaissez pas, mais où est donc Ornicard? Donc Ornicard est un personnage. Voilà. Et c'est pas ce ou-là, hein, c'est le ou. C'est celui-là, hein, bien sûr. Hein. C'est pas le même ou. Hein. On triche un petit peu. Hein. C'est pas le même ou. Hein. C'est pas le ou de subordination. Hein. Donc il faut lui enlever son accent. Et c'est pas le est, mais le et. En fait, on joue sur la prononciation, mais voilà. Donc toutes ces conjonctions fabriquent de la coordination. Hein, c'est-à-dire qu'on met voilà.
Alors, donc, autre exemple, on a justement dans ces cas-là le fait que on n'a pas de lien logique. Vous voyez, les lits, virgule, etc., and. Alors, c'est vrai que quelquefois, quand vous traduisez, et je pense parce que là, ce sont des cas, je m'interroge beaucoup quand j'arrive là, quand je me trouve avec une série de coordinations en anglais, de coordinations avec and uniquement, hein, il m'arrive quelquefois de me poser la question de savoir si je vais mettre un et ou si je vais mettre une autre forme. Par exemple, je donne un exemple, je vais dire, je sais pas, he entered the room and took a seat. Vous voyez, par exemple, on a différentes choses, on arrive là. Et c'est vrai que la tentation est grande, hein, je sais pas, he took a train and came to this place and entered the room and took a seat. Et d'arriver à un moment donné à traduire ce and par un puis ou un alors, voyez. Et là, c'est véritablement une lecture que vous faites. Parce que c'est vrai que quelque part, cette idée, elle y est dans le texte, elle y est. Mais elle n'est pas formalisée précisément en anglais. On n'a pas le then, par exemple. Voyez. Mais le lecteur qui lit l'anglais peut le percevoir. C'est pas interdit. Donc, vous voyez, c'est pas une succession d'événements qui sont juxtaposés, comme ça, paf, 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 mais on crée une espèce de lien. Excusez-moi, j'ai pas mis la valise, je voulais à cause du micro. Voilà. Donc, ce sont toujours des choix difficiles. Et ça, après, bien sûr, là, de toute façon, il n'y a pas de règle. Hein, quelquefois, les questions qu'on va me poser, on va me dire, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Parce qu'il n'y a pas de législation. Hein. Il n'y a pas de législation qui vous autorise ou qui vous interdise de faire certaines choses. C'est ce qu'on appelle l'éthique du traducteur, hein, qui vous dicte vos choix. Et l'éthique du traducteur est tout de même en traduction littéraire, elle n'est pas la même en traduction pragmatique. En traduction littéraire, elle est de respecter le style de l'auteur. Parce que, bien souvent, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais l'important, c'est le sens. » Et moi, je pose la question, c'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Ça veut dire quoi, ça? Et moi, je peux vous donner un exemple d'une grande banalité. Une table. C'est une table, d'accord? Tout le monde s'accorde à dire que c'est une table. Là, c'est pas difficile à traduire. Table en anglais. Enfin, sauf que, vous allez me dire, ah oui, mais c'est le sens, voilà. Sauf que le problème de la table, c'est que dans votre roman et dans l'esprit de l'auteur, la table est associée à quelque chose. Et elle est associée, par exemple, à une grand-mère qui faisait sa pâte sur la table. Et c'est ça qui revient. Et c'est pas la même table que celle que vous avez dans le self-service. Et c'est pas la même table que celle qu'on va avoir dans le petit salon, la table basse où on a des beaux magazines et un petit service à thé ou je ne sais pas. Donc des tables, il y en a des millions de possibles. Voyez? Donc, c'est pour ça que je dis quel est le sens. Et le sens, non seulement il varie
l'auteur a quelque chose en tête au moment où il écrit quelque chose. Quand il va décrire une armoire, il a quelque chose en tête. Et de la même façon que le lecteur, quand il va lire, il va se fabriquer quelque chose dans sa tête. Et les gens qui m'ont déjà entendu dire cet exemple parce que je n'ai pas encore trouvé de meilleur, mais j'ai toujours dit à mes étudiants, quand vous avez lu un roman, vous êtes plusieurs à l'avoir lu, et puis il y a une adaptation cinématographique. Vous allez au cinéma avec des amis qui ont lu le même roman, et vous sortez du cinéma, vous discutez du film, et vous n'êtes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez lu le même roman, et vous n'avez pas lu la même chose. Et en plus, le réalisateur a encore lu aussi autre chose. Donc, c'est là que je pose la question, où est le sens? C'est quoi ça? Alors ça, le sens, il est vrai, il nous interroge quand on fait de la traduction pragmatique. Parce que là, il faut pas rire avec le sens. Moi, une fois, ça m'est arrivé il y a très très longtemps, vous voyez, il y avait peut-être 30 ans, je sais pas pourquoi j'avais acheté un matériel japonais pour lire des cassettes. Vous voyez, les petites cassettes audio, voilà. Et quand je regardais le mode d'emploi en français et en anglais, eh bien, dans une langue, je ne sais plus laquelle des deux, mais il y avait une langue qui disait le contraire de l'autre. Et le contraire, c'était pas une grosse différence de traduction, mais il y avait un not ou un ne pas dans une langue qui n'était pas dans l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait utiliser dans une langue l'autre ce type de produit, dans l'autre langue qu'il ne fallait pas l'utiliser. Alors vous imaginez, pour un matériel, comme c'est important. Et là, pour le coup, le sens est fondamental. Donc dès qu'on touche à la traduction pragmatique, qu'on est dans tout ce qui est technique, médical, alors vous imaginez sur le plan politique ce que ça peut provoquer, et ce que ça pourrait provoquer. Donc là on est par contre dans le sens. On ne va pas s'amuser à faire des ronds de jambes stylistiques, mais il faut rendre les données techniques ou économiques ou que sais-je encore précisément. Voilà. Mais en littérature, le sens, il est dans le style. Il est dans le style, le sens. Voilà. Dans cette manière de dire les choses, qui vont être justement très fleuries ou très directes, un discours. Et très souvent, le caractère des personnages, vous le sentez dans leur manière de parler, dans leur manière d'écrire les choses, dans leur pensée, vous voyez. Donc avec ça, vous les imaginez, les personnages. Et à tel point, quelquefois, que vous allez même oublier, quand elle n'est pas fondamentale, leur apparence physique de certains personnages. Parce que ça ne sera pas ça qui sera important. Vous voyez, parce que ça sera d'autres choses, ça sera des manières de sentir les choses, d'être avec les gens ou de réagir qui vont compter. Alors qu'à un moment quelconque dans le roman, on les aura décrits. Mais c'est pas ça que vous aurez retenu. Vous aurez retenu d'autres choses. Vous voyez? Et c'est pour ça que toutes ces petites formules qui touchent à la manière d'écrire sont plus importantes que le sens à proprement parler. Alors, prenons donc toujours dans nos affaires de coordination et de juxtaposition, on a selon les langues, des façons différentes, comme je vous le laissais entendre tout à l'heure là, avec mon désir de mettre des puits, de mettre des connecteurs chronologiques ou temporels plus ou moins précis. Alors, notamment, l'anglais va très souvent utiliser and généreusement. Et alors, je vais vous donner un exemple tiré d'un auteur américain
qui avait justement cette manière d'écrire assez paradactique, qui était Hemingway. Et dans cet extrait, où nous avons du vieil homme et la mère, alors, il est en train de pêcher et il soigne. Alors, attendez, ça c'est un U. Il soigne it once. Où est-ce que je l'ai? Oui, pardon. And twice. And again. He heard the tiller break. And lunged at the shark with the splintered butt. Alors, la traduction de Jean Dutour, qui est assez ancienne, donne ceci. Je vais vous la copier quand même, que vous la voyez. Il cogna 2 fois. Voilà, 2 fois. Virgule. 3 fois. Virgule. 10 fois. Point. La barre se rompit. Pardon, la barre se rompit. Point. Il continua à cogner. Avec le morceau cassé. Voilà. Donc vous voyez quand même qu'il y a, là pour le coup, il y a de sérieuses transformations qui sont opérées, qui ont été opérées. On s'est été retraduit depuis... parce que ce qu'il faut savoir qu'en traduction, selon les périodes, quand on fait une étude de la traduction, de l'histoire de la traduction, enfin, quand je parle de l'histoire de la traduction, je parle pour le coup de mon point de vue français, donc vers le français. Bon, bien qu'on commence, les gens qui travaillent en France sur l'histoire de la traduction s'interrogent aussi sur ce qui s'est fait pour les auteurs latins, ou chez les traducteurs latins, etc., qui est quand même la langue dont le français est originaire. Hein. Mais on s'aperçoit qu'il y a eu des modes. Il y a des modes selon les périodes, et même à la période contemporaine, il y a ce qui se faisait il y a 30 ans ou 50 ans n'est pas la même chose que ce qu'on va faire maintenant. Alors, il y a des modes et il y a aussi des phénomènes. Hein, parce qu'il y a des phénomènes, notamment maintenant, si vous voulez, avec la multiplication des déplacements dans le monde, avec d'abord la télévision, puis Internet, les réseaux sociaux, etc. Il y a plein de choses que les gens ignoraient il y a même 50 ans qui sont devenues familières. Hein. Pensez bien que les grands-parents n'avaient pas la moindre idée de ce que pouvait être un hamburger. Vous voyez ? Alors que maintenant, presque tout le monde dans le monde sait ce que c'est. Hein, on en trouve partout. À quoi va servir de traduire le mot hamburger? On va plus le traduire maintenant, on va le garder comme ça, voyez. Donc il y a plein d'éléments. Et voilà, sandwich, tout ça, tout le
C'est vrai qu'en France, autrefois, si vous prenez la littérature française, vous allez trouver le casse-croûte. Le casse-croûte, ça, on va le trouver dans la littérature. Maintenant, j'imagine pas, ce sera intéressant de faire une petite enquête, de voir des cafés, parce qu'on trouvait ça dans les cafés en général, hein, on achète ça dans les cafés. Hein. À l'heure du déjeuner, bon, des endroits où on va vous vendre un casse-croûte. Hein, je me vois mal. Alors évidemment, moi j'ai pas une allure, mais ce qui serait intéressant, c'est de demander à quelqu'un d'une vingtaine d'années. D'entrée moi, on va dire, oh la vieille, là. Alors si on demande à quelqu'un d'une vingtaine d'années d'entrer dans des cafés, vous avez un casse-croûte, vous avez des casse-croûtes à quoi à me proposer. Vous voyez, de voir la réaction des gens, notamment des jeunes serveurs, etc. C'est des choses comme ça qui aussi finissent par disparaître du quotidien. Mais tout ce qui est de la cuisine, bon, si vous venez en France, il y a plein de restaurants japonais. Il y a 30 ans, les gens n'avaient pas idée de ce que c'était que des sushis. Hein, donc sushi, j'imagine que si on trouvait ça dans un roman, il fallait traduire d'une certaine manière, etc. Bon, c'est vrai pour la nourriture, mais c'est vrai pour plein d'autres choses aussi. Hein. Donc, non seulement il y a des modes, mais il y a des changements l'évolution des connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on connaît mieux, mais ça veut dire qu'on a accès à davantage de choses, quoi. Voilà. Pas toujours très bien. D'ailleurs, quelquefois, on peut se tromper. Hein. Voilà. Donc, pour revenir ici, à ça, vous constatez que bon, c'est pour ça que je vous parlais de mode. C'est vrai qu'actuellement, la tendance, au moins si on ne veut pas parler de mode en traduction, va être, d'une manière générale, une espèce de recherche du respect des formes que l'on a dans l'original. Hein. Donc là, vous voyez, en fait, on n'a pas 2, 3, 10 en anglais déjà. Hein. Ça a été une formule qui va correspondre à une forme naturelle en français, parce que bon, on va pas dire une ou deux fois, mais 2, 3, quand on parle de beaucoup, ça va être 2, 3 fois, hein, 2, 3 fois, voire davantage, etc. Là, 10, voilà, puisque le and again, voilà, hein, et encore, et toujours, etc. Là, 10, voilà. De même qu'on va souvent dire en français que on va traduire dans ce type de formule le a thousand times par 10 fois en français. La dizaine française du système métrique va correspondre à la douzaine du système anglo-saxon. Vous voyez, dans l'esprit. Voilà. La barre se rompit. Donc, vous voyez, là, voilà, on a, le traducteur a ajouté une proposition indépendante, ici, point, et il continua à cogner, donc, voilà, and, voilà, c'est l'idée de and, lunch at the short, etc., voilà. Il continua à cogner avec le morceau cassé, voilà. Mais il y a tout un aspect auditif qu'il a loupé. He heard the tiller break. Oui. Oui. Il y a toute une sensation. Absolument. Absolument. Et là, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est le sens, entre guillemets, qui a prévalu. C'est-à-dire le résultat. He heard the tiller break. Voilà. C'est-à-dire le casser. Ce n'est pas le verbe se rompi. C'est-à-dire, c'est pour dire que c'est pas lui qui a cassé, mais. Non, je vous parle de l'aspect auditif. Voilà, c'est ça. Le break. Nous sommes dans la mer, ouais. Tout un fond sonore, et là, il entend quelque chose se casser. Ne me rend pas du tout le registre auditif. Non, absolument. Alors ça, bon, j'y suis particulièrement sensible parce que dans mon centre de recherche, on a passé 5 années à travailler justement sur la traduction des sens.
Bon. Et chaque culture, sa représentation l'enregistre, non? Oui, oui, oui. Mmh. Le frou-frou des saris de soie. Ouais. Et quand on prend toutes les langues indiennes, ça se traduit autrement. Mmh. Et ici, pourquoi ne pas dire qu'il a entendu la vague qui se... Ah bah oui, mais ça on peut pas savoir pourquoi, à moins d'interroger le traducteur, voilà. Ça c'est un autre point. Quand on s'interroge sur les traductions, on va pas dire le traducteur a choisi ceci ou cela pour telle et telle raison, parce que les raisons on les connaît pas, hein. Et les raisons quelquefois, là je ne sais pas, mais quelquefois il y a des changements qui sont faits sous la pression des éditeurs. Et donc parce que la version anglaise est très mouvementée quand même. Absolument. Swan, il y a lunge. Ouais. Et heard. Il y a heard et la présence de ces and justement ajoute ajoute de l'action. And et on et on. Et vous voyez, ça ajoute quelque chose. Alors que justement l'utilisation de la virgule, enfin, les formulations sont pas du tout les mêmes. Et c'est pour ça aussi que certains éléments de traduction, qui sont notamment les éléments phoniques. Alors ça, c'est très difficile à évaluer d'un système de son dans une langue, un système de son dans une autre langue. Mais les éléments phoniques apportent du sens. Hein. Parce que si vous prenez ce célèbre vers pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes, hein, il y a là, voilà. Hein, on a... Voilà. Donc l'élément phonique est important. Il est porteur de sens. Et ça, c'est aussi une difficulté considérable à rendre. Donc, vous remarquez que ici, le français donc, a choisi de juxtaposer et aussi a choisi une sorte de chronologie. Hein, parce que au-dessus, bon, excusez-moi l'expression, mais c'est le bazar. Et la situation, c'est ça. Attendez, il y a le requin qui est là, il y a en plus, on est en plein air, vous imaginez le problème, et puis le matériel se casse, enfin bon, vous voyez, donc là c'est le chaos, c'est la panique. Alors que le français, il organise les choses, hein. Voilà, une fois, deux fois, trois fois, voilà, point. La barceron, hein, voilà, il continue à cogner. Oui, on a quelque part l'impression, en lisant le français, que malgré tout ce désordre, il continue à agir. Vous voyez, on ne sent pas de la même façon. Hein. On ne perçoit. Et quand on parle de sens, le sens, il est dans autre, il va se cacher ailleurs. Hein. Et donc, cette manière d'organiser les choses différentes, donc, crée du sémantisme, justement. Hein, voilà. Alors, si vous regardez l'utilisation des temps, le passé simple, il cogna, se rompit, continua. On va dire, bon, ben, swan, glance, etc. On est dans un temps comme là. Mais ce passé simple français marque bien la succession des temporels. Vous voyez? On est dans une succession événementielle.
Alors, cette utilisation notamment de la coordination est une forme d'écriture que l'on trouve assez souvent dans la littérature jeunesse. Bon, justement parce que si vous voulez, il y a une espèce de que les enfants, pour que les enfants isolent, si vous voulez, les éléments par rapport aux autres plus facilement. Mais aussi, c'est une forme que l'on trouve chez les écrivains, donc qui écrivent en anglais souvent, quand ils veulent représenter un esprit, un adulte qui aurait l'esprit attardé. Ils vont utiliser pour sa pensée ou ses paroles des formes des formes coordonnées comme ceci. On a ça chez Faulkner dans The Sound and the Fury, chez Benji, ce personnage qui est un peu attardé. Et je vous lis juste le passage parce que j'ai même pas noté la traduction. Father went to the door and looked at us again. Then the dog came back and stood black again in the door, and then the door turned black again. Vous voyez, donc il y a vous voyez ces effets, avec en plus, bon, bien entendu, des répétitions de perception qui prouvent, vous voyez, la manière dont ce personnage saisit les choses indépendantes, ne crée pas de lien logique, en fait, entre les choses. Voilà. C'est ça. Voilà. Alors, donc, est-ce que oui. cela ne caractérise pas le parler d'un enfant, même en français? Et puis, Bien sûr. Et puis, Bien sûr. Oui, oui. dans nos langues, on va dire Oui, René Goscinny a utilisé beaucoup ça. Et puis. Oui. non? René Goscinny pour Oui. la littérature. Oui. Oui, oui. Oui, 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 ça c'est assez, oui, ça c'est très, c'est caractéristique aussi de la formule des contes, la manière dont le conte et puis la grand-mère, hein, et voilà. Mais c'est aussi parce que ce et là a une autre fonction, il a aussi la fonction d'une espèce d'attente. Suscite la suspense. Oui. C'est, on le trouve on le trouve en anglais. Alors, je me souviens plus parce que j'avais travaillé sur plusieurs traductions de la Bible. On a and en anglais, on a and God and vous voyez, on a une espèce. Et si vous voulez, les successions de and, évidemment, ils peuvent avoir d'autres fonctions, mais ils ont une fonction rhétorique. Il y a une fonction rhétorique aussi dans le and. Il n'a pas toujours la même valeur. Hein. Alors, là j'ai un exemple qui est assez intéressant, avec un exemple extrait de Madame Bovary, alors, où on a justement une forme assez dépouillée en français. On montait dans sa chambre, virgule, on s'installait, point virgule. Les moucherons et les papillons de nuit tournoyait autour de la chandelle. Et en anglais, ça a été traduit, on a justement introduit, si vous voulez, des éléments qui explicitent un peu les situations. Alors, la phrase commence par « On these occasions, they sat upstairs in his room while the midges and moth
fluttered about the candle flame. Donc on a supprimé cette espèce de formule économique qu'il y a dans Flaubert, hein, le point virgule. On montait dans sa chambre, on s'installait, point virgule. Les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle. Et vous voyez ce que je vous disais, là, la traduction a obéi à un désir de clarification du texte. Et est-ce que l'imparfait français ne joue pas son rôle? On montait, c'est-à-dire on le faisait à chaque fois. Ben oui, ben bien sûr. Alors évidemment, le problème du choix du temps est essentiel dans la traduction et dans l'écriture, parce qu'il nous... Non, si je le cherche, ça va être trop long. J'avais un extrait de Proust que... Excusez-moi, ça c'est mon téléphone, mais je ne le prends pas, c'est mon téléphone français. Ça, je vous prie de m'excuser, mais je ne peux pas tout faire. Donc, attends. Ouais. Mais il n'y a pas de raison qu'on m'a... Attends, je vais juste regarder une chose. Non, ça vient... Non, il n'y a aucun... Non, c'est juste... vérifier juste que c'était pas quelque chose qui pourrait être urgent. Voilà. Non. Mais ici, dans cette situation-là, il n'a pas le... They used to go up, ça devient très long. Oui, c'est ça. Alors que lui, on montait. C'est-à-dire on montait plusieurs fois à chaque fois. Oui. On montait dans sa chambre, on s'installait. Les moucherons et les papillons de nuit tournoyaient autour de la chandelle. Oui. Oui, mais alors le choix du temps français où les temps sont quand même assez multiples, hein, et je pense à ça parce que quand on traduit un temps comme le prétérique anglais de Sartre, tout simple, on peut le traduire par de multiples formes en français. Parce que ça peut être un passé antérieur, ça peut être un plus que parfait, ça peut être un présent. Hein, quelquefois, quand on entre dans une forme qui entre dans la catégorie de la vérité générale, si on va la sortir en français dans un segment de phrase. Hein. On va la sortir au présent, je veux dire, pardon, en français, dans le segment de phrase en question. Mais ça peut être éventuellement un futur, ça peut être l'imparfait, assez simple, passé composé, selon le registre. Alors parce que là aussi, quand on traduit, il y a une question alors de niveau et de registre de langue. Et là, je vous ai copié quelques articles là-dessus pour qu'on regarde ça ensemble aussi. Donc tout ça sont des éléments qui... voilà. Donc, mais là, dans le passage en question, ce qui m'intéressait, c'était l'ajout de « on these occasions, while ». Alors qu'en français, il n'y a rien et il y a un point-virgule. Voyez. Donc, qui, à mon avis, sont des éléments qui n'étaient pas nécessaires, qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter, si vous voulez, dans la traduction. Alors après, évidemment, il y a tout le passage comme d'autres formes là, parce que là, on est entre la juxtaposition et la